Salut la gang, bienvenue à ce 49e épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, on parle de sexe avec Geneviève et Maude, les deux femmes derrière les plateformes Club Sexu. C'était super important pour moi de vous parler de cette plateforme-là qui est une découverte totale en 2020 et qui m'a vraiment fait du bien. On parle de sexualité positive. On se demande pourquoi c'est important d'ouvrir la discussion sur notre sexualité et oui, on va parler de masturbation. On les écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Maude, bonjour Geneviève. Allô? Mauvais jeu de mots déjà en partant, mais je suis extrêmement excitée de vous parler. Aujourd'hui, je suis une fan de votre contenu, de ce que vous faites avec Club Sexu depuis, je vais pas dire depuis le début parce qu'on va en parler tantôt depuis combien de temps vous avez parti ça, là, mais vous avez été là mon highlight de 2020. Je suis tombée sur votre contenu puis j'ai fait comme... Tu sais, le positif, tout ce que vous faites, ça m'a vraiment fait du bien. Puis je sais comment il faut que je leur parle parce que vous avez le vent dans les voiles puis il y a plein de choses qui se passent de votre côté. La belle déclaration d'amour. Oui! Saint-Valentin. Ça se rend bien. En plus, ça commence par un mauvais jeu de mots comme on sait si bien les faire. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vous décrire un peu. Je vais commencer avec toi, Maude. Ben oui, moi, je suis designer de l'environnement de formation. J'ai fait mes études à l'école de design de l'UQAM où j'ai rencontré Geneviève, en l'occurrence. Donc, Geneviève étudiait en design graphique au même moment que moi. On s'est rencontrés au travers de projets communs, dont une exposition qu'on avait à monter ensemble. On est devenues copines, mais c'est là aussi qu'on a commencé à parler du projet. Geneviève avait ce projet-là en tête pour son projet de fin d'études. Elle a entrepris de développer l'identité visuelle, l'entité du Club Sexu à l'UQAM. Puis depuis, moi, je travaille comme designer de l'environnement de manière autonome, de moins en moins, étant donné que le projet du Club Sexu prend de plus en plus de place dans nos vies. Cela dit, on trouve vraiment notre compte au travers de ce projet-là, étant donné que c'est un projet qui met beaucoup l'emphase de la place du design puis de l'art pour faire la promotion d'une sexualité qui est positive, inclusive. Et voilà, travaille pour le Club Sexu en cofondation avec Geneviève. Continuons avec toi, Geneviève. Comprendre un peu que c'était ton projet de départ. Comment tu t'es rendue à cette idée-là? Rapidement, moi, j'ai une formation de design graphique, mon cégep à Sherbrooke, puis mon université à Montréal, à l'UQAM. Et les origines un peu du projet, c'est que moi, j'avais un projet de fin d'études à réaliser dans le cadre de mon bac. En fait, c'était très libre. On pouvait choisir un peu le sujet qui nous plaisait. J'ai comme eu envie d'utiliser mes compétences puis mon expertise au profit d'une cause, je dirais, ou au profit d'un sujet qui me tenait à cœur. Puis je réalisais un peu autour de moi où je constatais en fait là un peu le manque d'éducation à la sexualité qu'on a eu notre génération, parce que pendant de 15 à 20 ans, je dirais, il n'y a pas eu d'éducation à la sexualité obligatoire dans les écoles au Québec. Puis en fait, c'est toute notre génération qui en a comme un peu souffert. Puis j'avais souvent, tu sais, des discussions avec mes amis ou avec des collègues de classe sur la sexualité qui me faisaient un peu mettre la puce à l'oreille, comme quoi, en fait, on avait vraiment besoin de représentation, on avait vraiment besoin d'une image plus positive de la sexualité. Fait que j'ai voulu développer une espèce de projet qui allait comme aborder la sexualité, qui allait vraiment ouvrir le dialogue, l'échange sur le sujet, de manière à ce que ça soit moins tabou puis qu'on se sente plus informé, plus outillé. Il y avait aussi la réflexion que sur le plan du design, le domaine de la sexualité, c'est très, je dirais, polarisé ou très extrême, dans le sens que on a d'un côté une esthétique très médicale, biologique, scientifique de la sexualité, c'est-à-dire tout ce qui touche aux ITSS. Puis, de l'autre côté, on a toute l'esthétique, en fait, un peu vulgaire de la porno, des sex shops. Puis, je trouvais qu'il manquait un peu d'entre-deux. On dirait que j'avais envie de quelque chose qui était, oui, pertinent, informatif, éducatif, mais qui était aussi sensuel, qui était comme adapté aux jeunes adultes. On a beaucoup de projets aussi qui sont faits pour les ados ou pour les enfants, mais très peu
très peu de projets qui s'adressent directement aux jeunes adultes, sans tabou, en abordant vraiment les choses comme elles sont, de manière hyper réaliste. Fait que c'est un peu ça qui m'a motivée au départ. Puis c'est ça, le projet prototype que j'ai fait à l'école, c'était vraiment un magazine, un genre de très court magazine avec beaucoup de témoignages, des sortes de confessions que j'avais récoltées là, via un sondage. Puis il y avait quelques courts articles aussi. En fait, il y a eu comme une vraiment belle réception du projet au-delà de son caractère esthétique, design. J'ai eu beaucoup de commentaires sur le contenu, puis comme quoi les gens trouvaient ça vraiment réconfortant, rafraîchissant d'avoir ce dialogue-là sur la sexualité. Et quand tu dis que ça s'adresse aux jeunes adultes, votre communauté est majoritairement de quel âge à peu près? 18-35 ans à peu près. 35, OK. Sur les réseaux sociaux, un peu plus vieux quand on regarde un peu nos abonnés Facebook, puis la démographie des personnes qui visitent notre site web aussi, un peu plus vieux, mais on est très active sur Instagram. On s'est lancé dans un incubateur. On a fait le parcours Impact 8 à l'Esplanade, qui nous ont aidé un peu à définir, c'était quoi la problématique à laquelle on répondait, quelles activités on avait envie de faire avec ce projet-là qui est devenu finalement un OBNL. On est un organisme enregistré. Ça, je me demandais parce que comment vous faites pour aller chercher au départ le financement pour essayer d'être capable de monter ça? Parce que oui, vous êtes les deux sur le projet, sauf qu'il y a, d'après ce que je vois dans votre équipe, il y a beaucoup de monde qui travaille, j'imagine, à temps partiel, à contrat. Comment ça fonctionne pour... Au départ, on avait parti vraiment juste une page Instagram pour tester un peu le modèle. On a comme commencé à créer du contenu de manière vraiment bénévole. Puis éventuellement, on a fait une campagne de socio-financement. Donc, on a récolté les dons en échange de contrepartie. Là, il y avait des t-shirts, il y avait toutes sortes de petits goodies là, à saveur sexue. Puis on a réussi à amasser l'objectif qu'on s'était fixé, même qu'on a dépassé. Je pense qu'on était comme à 180% de notre objectif à la fin. Puis ça nous a permis en fait de payer un programmeur pour développer notre site web. Fait que tout est parti de là. Puis en fait, la première phase de développement du site web, on avait déjà mis en place le confessionnal, qui est un projet justement pour permettre aux gens de livrer des confessions anonymes sur notre site. Puis à partir de là, en fait, on a développé tout un modèle aussi où en fait, on offre nos services en communication puis en design, mais spécialisés en sexualité. Okay. Donc, on a commencé à faire des contrats. Ces contrats-là, en fait, tous les surplus qui sont faits avec nos contrats, ils sont tous réinvestis à 100% dans la création de contenu de notre volet plus média. Je trouve que la prémisse de départ de votre projet, en tout cas moi, me parle énormément et je sens que ça parle à notre génération. Puis moi, je suis dans le plus vieux de ce que des gens de votre audience, mais même à mon âge, je sens pas que j'avais une représentation positive de la sexualité. Puis je pense que c'est le point qui fait que vous êtes très inspirante sur les médias sociaux, dans le sens que, comme on dit, on parle beaucoup de porno ou médical, il n'y a pas d'entre-deux. Puis la sexualité positive, pour moi, c'est comme, je vais pas dire un nouveau concept, mais c'est quelque chose qui existe pas beaucoup. Parce que si on parle de sexualité, c'est souvent pour des raisons spécifiques, pour des sujets spécifiques, ou c'est on veut parler de problèmes en sexualité, ou mais tu sais, c'est pas de dire hey, on aime ça la sexualité, puis on va juste comme en parler pour ça fait partie de notre vie. Puis je trouve que c'est ça que vous amenez, puis moi c'est ça qui me faisait du bien, juste savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous la sexualité positive. Je pense que tu mets le doigt sur des aspects super importants puis très évocateurs de ce que c'est pour nous. Tu sais, notre approche est directement en réaction à ce qu'on perçoit dans les médias ou dans les écoles, justement, une approche de la sexualité qui met l'accent sur la protection, sur la sécurité par rapport aux grossesses, par rapport aux ITSS. Ouais. On a aussi, on réagit à une espèce tout un historique qui a été influencé par la religion, par la persistance donc des tabous qui nous empêchent d'en parler de prime abord, mais d'en parler positivement en plus. Ouais. Puis ce tabou-là, il persiste même au-delà de la religion, puis dans les mœurs, dans nos valeurs, c'est difficile d'en parler de sexualité à la maison. C'est difficile d'en parler dans les écoles aussi, même si on a un curriculum qui
qui se module tranquillement, qui crée comme de notre côté, on aime bien parler de ce phénomène-là comme d'une patate chaude, tu sais, le parent qui ose pas trop parler de certains enjeux liés à la sexualité avec son enfant, donc qui va comme renvoyer cette responsabilité-là dans le milieu scolaire, et vice-versa, les enseignants qui pensent que tout ce qui est relié à l'intime, au désir, au plaisir devrait être abordé par le parent. Mais le mouvement de sexualité positive, en fait, c'est relativement récent, c'est-à-dire qu'originalement, c'était comme un mouvement sexe positif, qui était un mouvement social. Pour nous, ce que ça représente, c'est de faire la promotion d'une sexualité qui est saine, mais faire aussi la promotion du plaisir, du désir, de l'expérimentation saine de toutes sortes de sexualités, faire la promotion du consentement également, de croyer une valeur à toutes les différentes expériences de la sexualité sans distinction. Il n'y a pas une façon de vivre la sexualité qui est meilleure ou plus valide qu'une autre. C'est un plaidoyer aussi pour un accès à la sexualité qui est complète, à une éducation à la sexualité, qui est complète. On essaie toujours d'aborder les différents enjeux de sexualité sous un angle plus positif et plus inclusif. Ouais. Le fait qu'en fait, nous, on considère que la sexualité, ça fait partie d'un bien-être global, dans le sens que c'est une des sphères de notre vie qui est importante puis qui contribue à notre bien-être. Donc, c'est aussi une prémisse là, qui influence en fait comment on va parler de sexualité en général. Ouais. On parle souvent justement de protection, de comment prendre soin de notre corps. Après ça, quand on devient de plus en plus vieille, on va passer des tests, on va passer, on va savoir quand on tombe enceinte. Tu sais, tout ça est géré de façon médicale. De l'autre côté, c'est oui, protégez-vous, s'il vous plaît, les filles, parce que vous savez jamais, les filles ont beaucoup de responsabilités aussi de ce côté-là. Jamais de dire, c'est correct, faites-vous plaisir, seul, en couple, ensemble, découvrez-vous. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à en rire, vous avez le droit à faire comme, je savais pas que c'était de même, ou, ça, j'aime moins ça, ou, ça, j'aime plus ça. Tout ce genre de discussion-là existe pas nulle part. On se retrouve avec, justement, une façon d'être qui est découvrez ça tout seul dans votre coin. Si ça marche, ça marchera. C'est super planant, puis c'est comme si on avait une certaine facilité à parler, surtout dans les médias de sexe, là. On est capable de parler de sexe dans les médias, dans les films, dans les médias populaires, mais c'est très difficile de parler d'intimité, de vulnérabilité. C'est très difficile de parler de sexualité avec soi-même ou, tu sais, toutes les nuances qui font que la sexualité peut être saine et peut être belle sont pas abordées. C'est comme si on avait un détachement sociétal par rapport à ces enjeux-là. Si on est capable d'ouvrir la discussion à plusieurs égards, mais on est capable de favoriser des échanges puis de normaliser certaines situations qui sont tabous normalement. Tu sais, je lisais juste en fin de semaine un livre de Brené Brown où elle expliquait vraiment la différence entre les hommes et les femmes face à la sexualité. Les hommes sont beaucoup au niveau de la performance, les femmes sont beaucoup au niveau de plaire et d'être sûr qu'on est belle au lit. Mais dans le fond, ça c'est ce qu'on nous dit, mais nous dans notre fort intérieur, c'est pas comme ça qu'on se ressent. Puis on a de la difficulté rendue dans notre intimité à communiquer parce que on est un peu perdu là-dedans. Puis ce que j'aime beaucoup de Club Sexu, c'est que vous mettez ça de l'avant. Puis on se sent moins seul. D'en rire des fois, ou de faire comme « Oh my God, je savais pas que j'étais pas toute seule là-dedans. » Puis tu sais, je pense que c'est un peu ça que le confessionnal amène. C'est des confessions anonymes de gens. Et puis quand on les lit, on est comme « Ah, ben moi aussi, quand j'avais tel âge, je me sentais de même. » Ou « OK, ça existe. Attends, peut-être que mon amie, c'est ça qu'elle ressent, puis elle est pas capable de me l'expliquer. » On a vraiment une approche, on a développé en fait ce créneau-là en utilisant beaucoup le témoignage pour parler de sexualité, parce qu'on trouve qu'il y a un aspect très humanisant puis décomplexant de pouvoir apprendre des expériences des autres. Puis le confessionnal, c'est une des façons qu'on a trouvé d'en parler sans jugement, c'est-à-dire que personne peut identifier qui a écrit la confession. Puis personne ne peut y répondre non plus, où il n'y a pas de possibilité de faire comme sur les réseaux sociaux, par exemple des likes ou des commentaires, etc. Ce qui sécurise l'environnement dans lequel on peut partager une expérience qu'on a vécue, qu'elle soit drôle, qu'elle soit sensible, qu'elle soit positive ou non, tu sais. Puis de pouvoir se reconnaître dans les histoires des autres, c'est une chose qui est extrêmement positive. Ça peut être très décomplexant pour soi, mais ça peut aussi beaucoup ouvrir la discussion puis ouvrir les horizons, de pouvoir avoir accès à des bribes de vie. Exact. Puis j'ajouterais aussi qu'on a une approche qui est le plus possible inclusive, c'est-à-dire que c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait aussi, de justement pas présenter non seulement une sexualité qui est stéréotypée, là, puis
non plus fait vraiment l'effort, en fait, de pas présenter la sexualité comme quelque chose de binaire ou justement dans les études ou dans les médias, on va souvent pointer le doigt, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais déjà, il y a une diversité de genres beaucoup plus large que juste les femmes et les hommes. Puis en plus, c'est de mettre en fait dans des cases les comportements et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que nous, on essaie de déconstruire puis le plus possible même quand on travaille avec des recherches qui ont été faites, puis souvent les recherches comparent les hommes et les femmes, on essaie de toujours trouver une façon de l'amener qui soit plus inclusive. Dans le fond, chaque personne est unique, donc chaque personne va avoir une sexualité unique. Puis je pense que vous l'amenez vraiment bien et de façon non vulgaire. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Est-ce que vous avez des experts dans le domaine de la sexualité qui appuient votre travail? Parce que vous n'êtes pas dans ce domaine-là, même si c'est un sujet qui vous passionne. Je parlais plutôt de notre grande équipe, là. On a fait l'effort tout au long du démarrage de notre organisation de monter une équipe très pluridisciplinaire. C'est entouré de personnes à la fois qui œuvrent dans le domaine de la sexualité. Donc, on s'est entouré de chercheurs, chercheuses, d'intervenants, intervenantes en sexualité, des travailleurs sociaux, plein de belles personnes qui sont chacun spécialistes de leur domaine et puis qui ont une approche basée sur la science, mais très positive aussi à la sexualité, puis qui nous aident à appuyer puis à concevoir notre contenu tout en ce qu'il soit basé sur la science. Puis de l'autre côté, on s'est entouré aussi de personnes dans le domaine plus créatif, donc on s'est entouré de plusieurs rédacteurs, rédactrices, illustrateurs, illustratrices, des designers, des gens qui nous aident à créer des expériences, qu'elles soient numériques, esthétiques ou événementielles, qui nous permettent d'avoir du fun tout en apprenant ou en étant sensibilisés à des enjeux de santé sexuelle. Ouais, pour nous, la pertinence scientifique de ce qu'on fait est primordiale. Souvent, en fait, les experts, ils sont spécialisés dans ce domaine-là, puis ils n'ont pas nécessairement la capacité de le digérer pour un public plus large. Donc, il y a tout le travail de nos spécialistes en communication qui font ce travail-là là, au niveau stratégique, mais visuel aussi. Vous rentrez vraiment dans une vague où on a le goût finalement de mettre de l'avant la sexualité d'une autre façon. Puis je trouve ça excitant, encore une fois, je dis le mot, là, mais que les gens s'ouvrent à ça et que les portes s'ouvrent à vous, parce que je pense que c'est un sujet qui vaut absolument la peine d'être encore plus vu et plus mis de l'avant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise depuis le début de ce projet-là? Vous avez fait, je savais pas que ça existait, ou je pensais pas qu'on allait être capable de faire ça. Y a-t-il quelque chose qui a fait comme... Constamment, je dirais. Ouais. Toutes les interactions qu'on a avec nos abonnés, tu sais, à chaque fois qu'on réussit à créer un projet en temps record, puis à livrer ça, on est toujours agréablement surprise. Puis la réception du projet va au-delà de toute attente. Là. Je veux dire, on a réussi à atteindre un nombre de personnes qu'on pensait jamais atteindre. Je pensais à notre dernière surprise positive. Comme le mentionnait Geneviève plus tôt, on a un bassin d'abonnés qui est plus dans la tranche des 18 à 35-40 ans. Récemment, on a eu un article dans la presse qui a amené un bassin de comme une ou deux générations aussi à comme visiter notre site web, puis à aller visiter nos activités. Puis sur le confessionnal, on a vu une vague de confessions apparaître, des personnes allant de 40, 50, 60, 70 ans venir déposer des témoignages. Puis on a trouvé ça vraiment cool de voir que la discussion allait les rejoindre puis qu'ils souhaitaient même le partager. En tout cas, on trouvait ça assez incroyable. Puis on s'est fait écrire même par des personnes qui disaient on recevait des courriels avec à la fin écrit « Envoyé de mon iPad ». Dans ce temps-là, on est attendris, c'est sûr. C'est beau. Mais vraiment cute. On a reçu des vraiment beaux témoignages, puis des personnes qui nous ont, tu sais, qui étaient comme « Ah, je sens pas tout à fait que je suis le public cible, mais ça me fait vraiment du bien, puis j'aime ce que vous faites, je vous encourage. » Fait que ça a été cool d'avoir des articles dans les médias traditionnels pour ça. Ouais. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Je veux passer maintenant au projet que vous avez sorti, c'est cette semaine, au niveau de la masturbation. Alors, allons-y de ce côté-là parce que moi, j'ai été agréablement surprise de votre club solo et agréablement surprise, mais aussi impressionnée que ça fonctionne, que les gens soient game, entre guillemets. Peut-être juste m'expliquer un peu pourquoi vous avez décidé de lancer cet outil-là qui retrace des gens qui se masturbent, qui se font plaisir à travers la province. C'est vraiment un projet coup de tête, je dirais, qui n'était pas
prémédité. Ouais. Vraiment, on a eu un brainstorm avec l'équipe de communication, puis cette idée-là est sortie, mais un peu à la blague, là, genre, ça prendrait une application pour recenser les séances de masturbation, parce qu'en fait, avec la pandémie a vraiment provoqué des changements dans la façon de vivre notre intimité, puis on avait beaucoup de réflexions là-dessus, c'est sûr, à l'interne. Puis on se demandait comment on allait l'aborder. Dans le sens qu'on a remarqué, en fait, on a fait une recension là, des écrits scientifiques récents qui abordent la question, puis on remarque, une diminution du désir chez certaines personnes, une augmentation des achats de jouets sexuels pour d'autres. Puis il y a aussi une hausse de la consommation de pornographie qui s'intensifie à chaque annonce, en fait, de nouvelles mesures de confinement. On se demandait comment on allait l'aborder. Puis ce qui nous a en fait le plus inspiré, c'est nos gouvernements ici, fédéral et provincial, qui ont en fait officiellement recommandé la masturbation comme une pratique un comportement louable et sécuritaire là, en temps de pandémie. En fait, j'ai pas entendu ce message-là quand c'est dans les écrits, tu sais, officiels de la Okay. santé publique. Puis, tu sais, on a certains membres de notre équipe qui ont travaillé longtemps à la santé publique qui nous ont dit, tu sais, c'est du jamais vu. Tu sais, la santé publique, c'est jamais rendu là. Nous, on s'est dit qu'on allait profiter ou, en tout cas, utiliser ce prétexte-là pour parler de masturbation. Puis, on a voulu développer un projet qui, non seulement réduisait, en fait, le sentiment d'isolement chez chaque individu, mais aussi qui normalisait la masturbation comme un comportement, oui, sécuritaire et louable, mais aussi favorable au bien-être, finalement. On parlait de manière vraiment décomplexée et ludique, finalement. Puis c'est ça qui nous a mené à développer une web app qui permettait de cartographier de façon anonyme là, les séances de masturbation en temps réel. On le fait un peu dans l'optique de l'utiliser comme prétexte puis de faire un peu un stunt. Puis finalement, on a été vraiment, vraiment surprise parce que les données qu'on a récoltées grâce à l'application montrent qu'en fait, il y a je pense, plus de 30% des utilisateurs et utilisatrices qui sont restés plus de 2 minutes sur l'application. Donc, ça montre en fait que nous qui pensaient juste ouvrir la discussion grâce à ce prétexte-là. En fait, on constate que les gens utilisent l'application pour vrai. En fait, les personnes qui utilisent l'application, contrairement à nos réseaux sociaux là, qui sont beaucoup plus, je dirais, une majorité de personnes qui s'identifient femmes. Là, il y avait comme une belle diversité de personnes qui utilisaient l'application. Puis il y avait comme pas vraiment de choses qui ressortaient entre... Parce que nous, on demande aussi si les personnes regardent la porno ou utilisent des jouets sexuels pendant leur séance. Puis on a constaté qu'il y avait une belle diversité. En tout cas, on n'a pas fini d'analyser là, un peu les résultats de ça, mais on est vraiment surpris et surprises de voir l'engouement autour de ça. Puis ça nous a servi de prétexte pour aborder plein de choses autour de la masturbation. On a créé des contenus sur nos réseaux sociaux sur, par exemple, les fonctions de la masturbation, juste pour que les gens se questionnent à savoir pourquoi je me masturbe, à quoi ça sert, est-ce que c'est pour me faire plaisir, est-ce que c'est pour compenser, parce que je suis stressée, parce que ça m'aide à m'endormir. Il y a plein de raisons pour lesquelles on se masturbe, puis de se poser la question, c'est super simple. Puis ça a normalisé aussi le fait que certaines personnes n'ont pas envie de se masturber dans le contexte actuel, puis que c'est bien correct aussi. Fait qu'on a aussi fait un live Instagram avec 2 sexologues qui ont discuté, puis qui ont répondu aux questions de public. C'était super intéressant sur différentes choses. Par exemple, est-ce que c'est normal si je me sens jalouse ou jaloux quand mon partenaire ou ma partenaire se masturbe sans moi? Ça a soulevé beaucoup de questions, puis clairement, on va en profiter pour continuer à aborder le sujet dans nos prochains contenus. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, cette application-là, ou c'était seulement pour justement lancer la conversation? Est-ce que les gens vont être accros à cette application-là? Mais non, au départ, c'était vraiment plus le contexte de pandémie. On voulait créer un espèce de projet qui allait faire parler, mais... Cela dit, moi, j'ai eu la chance de discuter avec des personnes qui ont expérimenté l'application puis qui m'ont dit qu'ils avaient comme pris goût, tu sais, ça avait vraiment dépassé leurs attentes puis que ça avait été comme excitant puis agréable puis qu'elle allait probablement y retourner, fait que mais à voir. Mais je me dis aussi que ça ouvre le fait que en pandémie, on n'a pas besoin de le dire, mais on était extrêmement seuls. Puis juste de voir qu'il y a d'autres gens qui existent, qui sont là, qui ont les mêmes désirs que nous, qui sont là en même temps que nous, on dirait que c'est
étrangement, ça donne une autre genre de connexion, une autre façon de se voir aussi. Je sais pas si le contexte de la pandémie aussi nous amène à regarder nos activités sexuelles différemment ou à en comprendre d'autres choses aussi, autant au niveau du stress qu'au niveau du désir, qu'au niveau du non-désir aussi. Il y a tellement de choses qui se passent entre guillemets anormales dans nos vies que c'est comme si tout d'un coup on apprend des nouvelles choses en très très peu de temps. Il y a un sujet qui est vraiment important pour moi et vous l'avez mis de l'avant, c'est l'éducation sexuelle à l'école et vous avez lancé une pétition pour cet accès-là. Est-ce que cette pétition était nécessaire? Est-ce que les gouvernements redeviennent ouverts à cette idée-là? Sont encore intéressés à ça ou ça prenait une pétition pour faire quelque chose? Là? Ben, je veux juste déjà spécifier que c'est pas nous exactement qui a lancé la pétition. Ah, OK. On fait partie d'une coalition qui s'appelle Coalition EduSex, qui c'est ça, lutte pour l'accessibilité à l'éducation à la sexualité l'ensemble des jeunes au Québec. Puis nous, on fait partie de cette organisation-là et donc on a participé en fait à la campagne qui a été lancée effectivement qui incluait toutes sortes de contenus sur les réseaux sociaux entre autres et puis une pétition extrêmement importante. Puis oui, en fait depuis 2-3 ans maintenant, l'éducation à la sexualité est redevenue obligatoire dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des contenus obligatoires qui sont envoyés aux enseignants-enseignantes et qui doivent prendre de leur temps d'enseignement pour donner ces contenus-là. Mais c'est nettement pas suffisant. Dans le fond, c'est un peu le constat que la coalition fait. L'objectif de la campagne et de la pétition, c'est en fait de faire valoir 2 revendications. La première, c'est d'avoir un meilleur financement de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire de financer, oui, les écoles, qui pour l'instant, même pas 5 $ par élève par année accordés à l'éducation à la sexualité. De financer également les groupes communautaires, les organismes communautaires un peu comme nous, qui peuvent venir en aide en fait aux écoles puis aux enseignants-enseignantes qui sont pas toujours à l'aise en fait d'aborder ce sujet-là ou qui peut-être auraient besoin d'encore plus de formation et d'où la deuxième revendication en fait de mettre en place en fait une formation initiale et continue en éducation à la sexualité pour les enseignants-enseignantes. Ben, je dis enseignants-enseignantes, mais en fait tout le personnel scolaire. Hein. Ça peut être infirmier, infirmière, ça peut être intervenant, intervenante en fait de milieu scolaire, milieu jeunesse. En tout cas, pour moi, il y a tellement de choses qui découlent de ça, autant au niveau de la compréhension de la sexualité, oui, mais au niveau de la communication, au niveau de comprendre les différences dans tout son sens de la diversité. C'est tellement un message important et pourtant relevé un peu en arrière quand on aura le temps, on en parlera. Pour moi, ça me choque un peu en ce moment et je trouve ça super important non seulement d'en parler, mais que ce soit accessible. Ça vous intéresse pas de faire des conférences dans les écoles? On est ouvert à faire tellement de projets, puis on est déjà en train de développer des formations et des ateliers, donc toutes sortes d'approches là, pour différents publics. C'est-à-dire que le Club Sexu, notre public cible n'est pas centralisé dans les écoles. Cela dit, on serait capable d'offrir ce service-là au travers de notre volet studio. Là, si on était appelés à travailler avec une autre équipe, par exemple, pour les aider à offrir des contenus de formation ou d'éducation, puis de le formater, de le communiquer de manière attrayante et vulgarisée, ben ce serait tout à fait dans notre créneau. Cela dit, il y a vraiment beaucoup d'organismes communautaires qui offrent déjà le service d'ateliers dans les écoles, entre autres les ateliers sexuels avec qui on travaille souvent, qui font un travail vraiment exceptionnel. Le GRI, il y a vraiment beaucoup d'organismes qui se spécialisent là-dedans. Fait que c'est sûr que nous, notre créneau est un peu comme on s'adresse plus aux jeunes adultes. Oui, on peut faire des formations, mais peut-être plus en milieu de travail, justement. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez développer? J'imagine que oui, mais quels sont ceux qui vous intéressent le plus en ce moment? On bouillonne tout le temps là, de notre côté. On est nous aussi en train de mijoter notre propre podcast pour parler de sexualité. Oui, c'est ça, je voulais vous dire tantôt, j'étais comme partez-vous un podcast les filles, mais bon, je sais que ça prend du temps puis il y a plein de choses à faire aussi, mais c'est surtout qu'on est ralenti en ce moment avec la COVID parce qu'on a un
petit studio d'enregistrement qui permet pas de respecter les règles de distanciation. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose qui mijote puis qui est déjà même entamé. On est en train de développer aussi des grandes campagnes de sensibilisation qui devraient apparaître cette année. On est toujours en train de développer des nouveaux produits aussi sur notre boutique en ligne. Puis on est en train de développer c'est un volet d'avantages à offrir à nos membres, des personnes qui nous encouragent plus fortement depuis le début de notre projet. Fait qu'on est en train de développer des ateliers, des partenariats, des avantages pour ces membres-là. Mais oui, il y a toujours plein de projets dans la cocotte. Ouais. Il y a plein de choses qu'on aimerait dire, mais en même temps, on a c'est comme c'est des projets qui n'ont pas été annoncés, on est un peu frileuse, puis on aime bien garder le suspense. Mais on peut juste confirmer, dans le fond, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous attendent pour 2021. On a énormément de projets en partenariat avec d'autres organismes ou, comme disait Maud, des campagnes de quand même grande envergure. Donc, on est très excités de ce qui s'en vient cette année. Puis, on invite, en fait, tout le monde à nous suivre, là, autant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que via notre infolette, peut-être, où est-ce qu'on annonce toujours nos nouveaux projets via notre infolette. Donc, la meilleure façon de vous écrire, si on a le goût de vous raconter des histoires, c'est de quelle façon? Ben, le confessionnal. Si on a des courts témoignages à partager. Sinon, on est toujours de l'autre côté de la ligne sur Instagram ou par courriel aussi au info@clubsexy.com. Sinon, par le biais de notre site web, il y a des liens pour nous rejoindre également. Génial. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer? Quelque chose de fort. Nous, c'est sûr qu'on se reconnaît là-dedans en tant qu'entrepreneur. Femmes au Québec. Beaucoup des doers, là. Tu sais, des personnes qui se mettent en action puis des actrices de changement. Merci beaucoup les filles d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Je sais que vous êtes super occupées, alors je vous laisse aller, mais c'est un réel plaisir de vous avoir parlé. Et continuez votre bon travail. Merci à toi. Vous me faites vraiment du bien, sincèrement. Continuez. J'ai hâte de voir vos prochains projets. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.